Donc on va avoir deux doctorantes qui vont enchaîner. Je demande à Mathilde et à Rachel de venir vers moi. Mathilde Poignard, qui est doctorante sur l'optimisation des stratégies de récupération chez les joueurs de tennis. Elle travaille avec la Fédération française de tennis sur le nouveau centre national d'entraînement. Et elle travaille également sur le laboratoire d'expertise et performance ici à l'INSEP. Mathilde est également spécialisée dans la récupération par le froid. Rachel Born, doctorante également au laboratoire sport, expertise et performance de l'INSEP, dont la thématique porte sur l'optimisation des stratégies de récupération du sport de haut niveau et plus spécifiquement sur les méthodes de récupération permettant l'augmentation du flux sanguin. Elle fait partie de l'axe récupération ici au sein de l'INSEP, qui est un axe maintenant très important. Bonjour à tous. Donc dans le contexte de ce premier colloque national des préparateurs physiques, on a été conviés, Mathilde et moi, à venir vous parler de l'utilisation du froid dans la récupération. Avant de commencer cette présentation, on a souhaité faire un petit rappel sur la place et l'importance de la récupération dans la pratique physique et sportive. Tous les athlètes sont soumis à des exercices de différents types, de différentes durées, de différentes intensités, qu'ils réalisent dans un environnement lui-même susceptible de variation. Tous ces exercices ils vont entraîner des altérations, qu'elles soient d'ordre mécanique, comme l'apparition de dommages musculaires par exemple, des altérations métaboliques, comme la diminution des réserves énergétiques, des altérations centrales, comme la perte de lucidité au cours de la réalisation d'un effort, et enfin des altérations thermiques, comme la réalisation d'un exercice en environnement chaud, donc, comme ce qu'on a pu voir par exemple récemment aux Jeux de Rio, avec des exercices réalisés à température élevée et avec un taux d'humidité important. Toutes ces altérations, elles sont à l'origine d'une adaptation de la part de l'organisme qui va permettre au sportif une amélioration de sa condition et de ses fonctions. Néanmoins, en parallèle de ce processus, il va y avoir apparition d'un état de fatigue plus ou moins prononcé qui, s'il n'est pas contrôlé, pourrait être susceptible de venir freiner ce processus adaptatif. C'est pourquoi la récupération va intervenir sur cette balance assez subtile entre la gestion des adaptations et la gestion de l'état de fatigue pour espérer une amélioration des performances de nos sportifs. Donc la récupération, c'est quoi ? Eh bien, une élimination partielle ou complète de la fatigue lorsque c'est nécessaire, une augmentation de la quantité et de la qualité de l'entraînement, une diminution du risque de blessure et de surménage, et enfin un meilleur contrôle de la surcharge d'entraînement. Dernier point sur cette introduction, juste un rappel pour rappeler les piliers de la récupération, que sont l'hydratation, la nutrition et le sommeil, qui restent des fondamentaux à contrôler si on veut pouvoir agir sur cette récupération, l'optimiser, puis par la suite envisager d'autres méthodes de récupération telles que les stratégies de récupération par le froid. Notre plan, donc l'introduction qu'on vient de vous faire, les mécanismes physiologiques potentiels qui ont été avancés dans la littérature pour expliquer les effets du froid sur l'organisme et la récupération, les méthodes qui sont actuellement utilisées, un peu plus en détail leurs effets sur l'organisme, les effets sur la récupération des performances, enfin, ce qui est peut-être susceptible de vous intéresser plus spécifiquement, les protocoles proposés et leur mise en application. Enfin, une synthèse générale de l'ensemble de ces méthodes de récupération et une ouverture sur ce vers quoi on tend aujourd'hui dans le domaine de la récup et comment on cherche à l'améliorer. Donc, je reviens maintenant sur les mécanismes potentiels physiologiques avancés pour parler des effets du froid. Tout d'abord, la cryothérapie corps entier, son objectif premier, tout comme les autres méthodes de récupération par le froid, c'est la diminution de la température du corps. Il y a trois réactions au sein de l'organisme qui vont avoir lieu suite à cette diminution de température. Eh bien, une diminution de la vitesse de la conduction nerveuse, une diminution de l'activité au sein du muscle et une vasoconstriction au niveau de la peau et du muscle. Donc, pour le premier mécanisme, on a donc une diminution de la vitesse de conduction nerveuse qui va permettre un ralentissement des messagers de la douleur qui peut apparaître suite à un exercice physique.
Le deuxième point qui fait attrait à la diminution de la température du corps, c'est le ralentissement de l'activité des cellules au sein même du muscle. Donc ça va présenter un intérêt dans la situation où on a apparition de micro-lésions au sein du muscle et donc déclenchement d'un mécanisme inflammatoire. Donc le froid, dans ces cas-là, il va permettre de ralentir le mécanisme inflammatoire, mais également l'œdème réactionnel. Et finalement, les deux mécanismes associés vont permettre une diminution des dommages musculaires et une diminution des sensations de douleur. Le dernier mécanisme qui fait réponse à la diminution de la température du corps, c'est la vasoconstriction, donc la diminution du diamètre des vaisseaux au niveau de la peau et au niveau des muscles. Ce mécanisme-là, il a lieu parce que quand le corps est exposé au froid, il a une réaction de défense qui fait qu'il va chercher à augmenter le volume sanguin au niveau du centre et notamment des organes vitaux pour le mettre en protection. Ce mécanisme-là, il va induire donc une augmentation du volume central et notamment une augmentation au niveau du débit cardiaque. Comme ce débit cardiaque devient élevé, il va y avoir une compensation par le système nerveux qui va venir diminuer la fréquence cardiaque pour faire revenir les paramètres cardiaques à une situation de repos. Et typiquement, la récupération, c'est ce qu'on cherche dans la récupération, c'est de faire revenir l'organisme à ses conditions physiologiques de repos. Donc, on va pouvoir maintenant parler de l'immersion en eau froide et on va retrouver exactement les mêmes mécanismes puisqu'on a démontré qu'avec cette technique de récup, on a bien une diminution de la température du corps. À cela va s'ajouter l'effet de l'augmentation de la pression statique qui va venir potentialiser les effets de la vasoconstriction puisque lorsque le corps est en immersion, des forces viennent s'appliquer à la surface du corps. Donc on va permettre de jouer sur l'augmentation du volume sanguin central à nouveau et notamment aussi sur la diminution de l'œdème réactionnel. Enfin, dernière méthode de récup dont on va parler, c'est l'immersion alternée. De la même façon, on a bien une diminution de la température du corps, donc ces trois mécanismes principaux, suivis de l'augmentation de la pression hydrostatique. Et un troisième mécanisme dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est les effets de l'alternance chaud-froid. L'hypothèse qui a été faite là-dessus, c'est qu'on a l'enchaînement de vasodilatation liée à l'eau chaude et de vasoconstriction liée à l'eau froide qui permettrait un effet de vasopumping et une augmentation de la circulation du corps, ce qui permettrait éventuellement de favoriser le recyclage et le drainage des produits issus de la contraction musculaire. La dernière chose, avant de passer sur le détail de chaque méthode, c'est que, il y a un auteur qui s'appelle Blakely qui a fait une méta-analyse et qui s'est intéressé aux effets sur l'ensemble des études, les effets des différentes méthodes de récupération sur les diminutions de température. Comme c'est l'objectif premier dans chaque méthode de récupération, ça nous a paru intéressant de vous le montrer parce que vous allez voir par exemple qu'avec l'application de packs de glace, on a une diminution au niveau de la peau qui est beaucoup plus importante que l'immersion en eau froide ou la cryothérapie. Pour ce qui est de la température du muscle, donc on est beaucoup plus en profondeur, donc on va atteindre des diminutions de température moins importantes. Néanmoins, on peut s'apercevoir qu'avec le pack de glace et l'immersion en eau froide, on a quand même des valeurs aux alentours de 2 degrés et de seulement 1,2 degrés de diminution avec la cryothérapie corps entier. Pour les dernières mesures de température, ça se passe au niveau donc, du centre, en interne, avec des variations qui peuvent paraître faibles, de 0 aux alentours de 0 degré. Néanmoins, il faut savoir que le paramètre température interne dans le corps, c'est un paramètre très très sensible et il est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Donc même 0,3 degré de différence, ça peut avoir son importance sur l'organisme. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à tout ce qui est effet sur l'organisme et sur les performances avec toutes ces modalités de récupération par le froid. Donc, on va commencer par l'immersion en eau froide. Juste avant de commencer, en fait, il nous a semblé intéressant de vous mettre les papiers qui nous avaient permis en fait, de mettre en pratique et de vous proposer ces protocoles. Okay. Du coup, faut savoir aussi que sur l'immersion en eau froide, c'est là où on a le plus de papier. Et donc, du coup, ça découle à des méta-analyses. Donc, les méta-analyses, en fait, ça va regrouper un certain nombre d'études qui répondent à une même problématique. Et donc, du coup, ça va nous donner des réponses qui seront beaucoup plus puissantes statistiquement. Donc là, on vous a mis 2 méta-analyses qui sont assez récentes. Et du coup, elles disent que l'immersion en eau froide,
elle permet d'être efficace sur la diminution des douleurs musculaires jusqu'à 96 heures. L'une va insister sur le fait que l'immersion en eau froide va être plus efficace suite à des exercices intermittents à haute intensité comparés à des exercices en musculation. Et l'autre va proposer le fait que l'eau froide va être plus efficace que la cryothérapie corps entier et que l'application locale de froid pour diminuer les douleurs musculaires. En ce qui concerne l'immersion en eau froide et ses effets sur les performances, là encore, on a une méta-analyse qui a concentré un certain nombre d'études et elles vont aller mesurer les performances en endurance, en force, en sprint et en saut. La principale information de cette méta-analyse, c'est que l'immersion en eau froide, elle va aller permettre d'améliorer la récupération des performances entre 2 et 3%. Ça sera plus important dans les performances en sprint et en endurance. Et la dernière chose à savoir, c'est que ça peut peut-être vous paraître un peu minime, cette augmentation de 2 et 3%, mais il faut savoir qu'une augmentation des performances de 1%, d'un point de vue statistique, ça peut avoir des conséquences et une augmentation des performances et de victoires de 10% dans une compétition chez un athlète. Du coup, du fait qu'il y a un certain nombre d'études qui étaient effectuées sur l'immersion en eau froide, forcément, on n'a pas forcément les mêmes résultats dans toutes les études. Et du coup, de là découlent deux grosses théories. La première théorie serait que l'hydrothérapie, elle permettrait aux athlètes d'effectuer les entraînements suivants avec une plus grande charge ou une meilleure qualité, ce qui aurait pour effet d'augmenter les stimulus initiateurs des adaptations. Et au contraire, la seconde théorie, elle suggère que l'immersion en eau froide, elle pourrait limiter les adaptations à l'entraînement en raison de la minimisation de la fatigue, de la réponse inflammatoire normalement consécutive à un entraînement. Donc du coup, pour vous illustrer un peu cette seconde théorie, on vous a mis ce papier qui est assez récent et qui a été essayé de mesurer les effets de l'immersion en eau froide pendant une période dans laquelle les participants effectuaient un entraînement à but hypertrophique. Cette période, elle a duré 12 semaines. Et à la fin, les chercheurs se sont aperçus que les personnes qui avaient effectué l'immersion en eau froide avaient vu, je recommence, les deux groupes de participants, ils ont vu leur force augmenter, mais de manière moindre chez ceux qui avaient effectué l'immersion en eau froide comparé à ceux qui avaient fait la récupération active. Et ça se retrouve aussi à un niveau plus moléculaire et physiologique. Ils ont remarqué en fait que les myonucléides des muscles et les fibres musculaires, elles étaient augmentées, mais encore une fois de manière moindre pour la récupération par immersion en eau froide comparée à la récupération active. Du coup, ça nous laisse penser que l'immersion en eau froide, ça peut avoir un effet négatif important sur la performance, les adaptations morphologiques à l'entraînement en musculation. Par contre, il faut peut-être un peu modérer ce message parce qu'on a vu que du coup, il y avait plusieurs théories et que dans certains articles, l'immersion en eau froide ne montre pas qu'il y a une diminution des performances. Là, il s'agit vraiment d'un entraînement de 12 semaines qui avait vraiment pour but l'hypertrophie et ce n'est pas forcément le cas dans tous les entraînements. Du coup, en pratique, ce qu'on peut retenir de toutes ces études, et comme on l'a vu, c'est que l'immersion en eau froide va aller diminuer les douleurs musculaires et permettre une augmentation des performances dans la plupart des cas. Ce qu'on ne vous a pas montré aussi, c'est que l'immersion en eau froide, elle va permettre aussi d'atténuer l'inflammation et les dommages musculaires qui sont consécutifs à l'exercice. D'un point de vue encore beaucoup plus pratique, il y a un certain nombre de manières d'effectuer de l'immersion en eau froide. Donc il y en a deux premières qui sont à gauche, qui sont beaucoup plus, on va dire, à moyen terme, voire long terme, parce qu'en fait, ça ne va pas être transportable facilement. Les deux autres solutions qui sont à gauche, c'est des choses qui sont beaucoup plus court terme et qui vont être transportables sur des lieux, par exemple, de compétition. Il faut savoir aussi que du coup, sur ces deux dernières techniques d'immersion en eau froide, la température, elle ne va pas forcément pouvoir être contrôlée de manière stable. Et du coup, en parlant de température, il y a un certain nombre, surtout une étude, qui a été exclusivement dédiée à savoir quelle température et durée idéale il fallait faire l'immersion en eau froide. Et donc, du coup, ce qu'on a ressorti, c'est que la durée
elle doit être entre 11 et 15 minutes et que la température de l'eau, elle doit être entre 11 et 15 degrés. Après, si vous n'avez pas forcément un bain à disposition de cette température, par exemple, on peut proposer de faire de l'immersion en eau froide dans un bain tempéré. Mais dans ces cas-là, comme le but, c'est d'aller diminuer la température, l'immersion, elle devrait être plus longue. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que l'intérêt entre 2 exercices pour l'immersion en eau froide, il peut y en avoir un, que ce soit en environnement chaud ou en environnement tempéré, mais il va bien falloir veiller à faire un échauffement juste avant le second exercice, parce que le froid, ça peut avoir des effets néfastes sur tout ce qui est contraction musculaire. Et encore une fois, on réinsiste sur le fait que l'immersion en eau froide, elle peut être néfaste en phase de développement hypertrophie. Pour ce qui est de la cryothérapie corps entier maintenant, la première précision, c'est qu'on a, contrairement à l'immersion en eau froide, beaucoup moins de recherches qui ont été effectuées. La première raison étant que c'est une méthode qu'on a utilisée plus récemment et donc auquel on s'est intéressé plus tardivement. On a néanmoins une méta-analyse qui a été faite, donc encore une fois une puissance statistique plus intéressante que pour un papier seul. Cette méta-analyse, elle portait en partie sur les douleurs musculaires, à l'aide d'échelles visuelles analogiques, donc on est sur le ressenti du sportif. Ce qu'il est ressorti principalement de cette méta-analyse, c'est qu'il n'y a pas d'effet significatif positif de la cryothérapie corps entier sur les douleurs musculaires perçues et la sensation de récupération, à savoir la sensation de bien-être et la sensation de fatigue. Alors on va venir modérer ce message à nouveau encore une fois, parce que si on regarde un peu plus près dans cette méta-analyse, il y a 3 études qui avaient utilisé les échelles visuelles analogiques et portaient sur les douleurs musculaires, dont une portait sur des dommages musculaires sévères et les 2 autres sur des dommages musculaires légers à modérés. Et en fait, on se rend compte que si on refait les stats avec uniquement les dommages musculaires légers à modérés, cette fois, on a bien un effet significatif positif de la cryothérapie corps entier sur les douleurs musculaires. Donc on va quand même garder le message que sur du léger à modéré, on était quand même sur du sévère avec une récupération de plus de 7 jours, donc on n'était pas tout à fait sur le même type de dommage. La cryothérapie corps entier, probablement que vous en avez également entendu parler, on parle de cette méthode pour un effet bénéfique sur le sommeil. On a quelques études qui sont sorties, encore peu, mais les données de ces études-là sont assez probantes. On a notamment cette étude de Bouzigon qui a effectué une cryothérapie corps entier, matin et ou soir, pendant 1 semaine, chez les joueurs de l'équipe de France de basket, hommes et femmes, lors du championnat d'Europe en 2013. Ils ont fait des mesures sur le sommeil à l'aide d'un questionnaire de perception, pareil. Et on se rend compte qu'on a bien une amélioration de la qualité du sommeil suite à la cryothérapie corps entier, malgré des nuits courtes liées à la compétition qui avait lieu à ce moment-là. Si on regarde maintenant sur les performances, on a une étude qui a été menée ici à l'INSEP avec les nageuses synchronisées élites. On les a mis en surcharge d'entraînement pendant 14 jours et on leur a fait une séance de cryothérapie corps entier par jour. Ou alors, dans la partie où elles étaient en contrôle, aucune séance de cryothérapie corps entier. On a effectué des tests de performance, un suivi du sommeil et des mesures de fatigue. Et on se rend compte en fait que dans la condition contrôle, on a un surmenage fonctionnel qui apparaît, avec une réduction de la quantité de sommeil, une augmentation de la fatigue, une diminution des capacités physiques qu'on a ressorties suite aux mesures de performance. A l'inverse, avec la cryothérapie, on a une préservation de la quantité de sommeil, donc ce qui vient corroborer avec l'étude précédente de Bouzigon, une atténuation de la fatigue et un maintien des capacités physiques. En pratique, on a donc un effet bénéfique de la cryothérapie corps entier sur les douleurs musculaires, sur des dommages légers à modérés, un effet bénéfique sur le sommeil et un effet bénéfique sur la récupération des performances. Enfin, encore plus pratique, il existe 2 types de cryothérapie, la cryothérapie partielle et la cryothérapie corps entier complète et fixe. Donc l'avantage de la première cryothérapie partielle avec ce mélange d'azote, c'est qu'on peut la transporter comme ce qu'on a pu voir par exemple sur le Tour de France de cyclisme, ou c'est ce qu'on avait utilisé aussi sur le championnat d'Europe de basket. Donc c'est quelque chose qui se déplace, donc c'est plus facile. Néanmoins, le désavantage, c'est qu'on contrôle beaucoup moins la température et qu'elle ne va pas être homogène des pieds à la tête. Le troisième désavantage, c'est qu'on n'a pas la tête qui est comprise en fait dans la cryothérapie. Donc pour tout ce qui est système nerveux et notamment l'effet sommeil, on n'est pas encore sûr qu'on a autant de bénéfices que sur une cryothérapie corps entier.
Sur la cryothérapie corps entier, du coup, donc une température plus stable, un mélange d'oxygène et d'azote, et une diminution de la température, un effet de diminution de la température plus important que la méthode de cryothérapie partielle. Les températures qui sont indiquées, là, aux alentours de moins 110, c'est pas quelque chose qui ressort des études, c'est uniquement l'indication des constructeurs qu'on suit aujourd'hui à la lettre, et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup plus d'informations à donner là-dessus. Néanmoins, sur le moment de la journée sur lequel on devrait appliquer cette cryothérapie corps entier, on la recommanderait plutôt en fin de journée pour espérer avoir un effet bénéfique sur le sommeil et des durées de 2 à 3 minutes d'exposition. On garde encore la petite parenthèse sur l'effet éventuellement néfaste du froid pendant l'hypertrophie, l'objectif d'un développement hypertrophique. Et d'un point de vue vraiment pratique, on s'est rendu compte que bien faire attention à être complètement sec en allant, parce que parfois en sortie d'exercice, les gars transpirent ou à la sortie de la douche, ils sont trempés. Et du coup, quand on les met dans la cryothérapie, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir les mettre dans la cryo. Dernière chose, sur le désavantage de ces deux méthodes peut-être, c'est qu'on est quand même sur des techniques de récupération assez chères, que ce soit l'une ou l'autre des deux récup. Donc pour finir, on a l'immersion contrastée. L'immersion contrastée, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'études comparées aux deux autres techniques, surtout l'immersion en eau froide. Donc là, on vous a sorti encore une fois une méta-analyse qui a été mesurée les douleurs musculaires. Du coup, les résultats de cette méta-analyse montrent que l'immersion contrastée, elle peut être efficace pour diminuer les douleurs musculaires de 6 heures jusqu'à 96 heures après la récupération. Au niveau des performances, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'études, donc on a essayé de sortir une étude plus ou moins représentative. C'est une étude pendant laquelle les participants ont effectué 5 jours d'entraînement. Ils ont été mesurés les performances en contre-la-montre et en sprint. Et en fait, il s'est avéré que l'immersion contrastée, elle était efficace pour aller maintenir les performances de ces participants, voire augmenter leurs performances en fin de période d'entraînement. Et les performances se sont aussi maintenues en contre-la-montre. Du coup, d'un point de vue pratique, l'immersion contrastée, elle va être efficace pour diminuer les douleurs musculaires, augmenter les performances. Encore une fois, on ne vous l'a pas montré, mais ça peut avoir son effet aussi sur tous les dommages musculaires. Et via la vasoconstriction, vasodilatation, il est supposé que ça puisse avoir un petit effet sur la clairance des déchets métaboliques. En pratique, du coup, on va peut-être plus conseiller l'immersion contrastée comme une alternative à l'immersion en eau froide. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans l'immersion contrastée, c'est la diminution de la température et donc du coup le côté plus froid. Le conseil, ça allait de s'immerger jusqu'au cou de préférence, parce que plus votre corps il sera immergé, plus il y aura un potentiel effet de de la vasoconstriction, vasodilatation. L'idéal pour les températures, on va dire, entre les deux bains, c'est d'avoir une différence de 30 degrés. Donc là, on vous a mis 10 degrés pour le froid et 40 degrés pour le chaud. Donc c'est ce qui ressort un peu des études. Au niveau des ratios d'alternance, la solution la plus rapide, c'est de faire 1 minute chaud-froid pendant 7 répétitions. Et la deuxième solution pour les sportifs qui seraient un petit peu plus frileux, ça serait 4 minutes pour le chaud et 2 minutes pour le froid durant 5 répétitions. Encore une fois, c'est à effectuer en fait dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent l'exercice, tout simplement parce que plus vite le froid il sera appliqué, plus vite vous stopperez tout ce qui est lié à l'inflammation et aux dommages musculaires qui sont consécutifs à l'exercice. Et dernière chose, il faut toujours finir par le froid parce que ça va avoir d'une part l'effet antalgique du froid et aussi parce que ça va permettre du coup de garder cette diminution de température le plus longtemps possible. D'un point de vue du coup général, pour essayer de discriminer un peu ces 3 techniques, donc au niveau de l'immersion en eau froide, ça va être très efficace sur les douleurs musculaires après des exercices intermittents et en endurance. Pour la cryothérapie corps entier, ça va être efficace pour diminuer les symptômes de surmenage fonctionnel. Après, pour essayer de différencier un peu les deux techniques et leur utilisation, par exemple, dans une période de compétition, je prends l'exemple du tennis parce que c'est le plus parlant pour moi, mais par exemple, si les joueurs ils font un match de tennis de plus de 3 heures où il y a des gros rallyes et qu'ils ont couru et forcément, il va y avoir beaucoup plus de dommages musculaires, donc des courbatures, et du coup, l'immersion en eau froide, elle va pouvoir aller agir à la fois sur les douleurs musculaires, sur les dommages musculaires
et l'inflammation. A l'inverse, la cryothérapie corps entier, on le conseillera peut-être plus dans une période de compétition pour des joueurs qui auraient fait un match d'1 heure dans lequel ils n'auraient pas forcément fait beaucoup d'efforts, et ce pour en fait essayer de maintenir un espèce d'état de forme générale tout en diminuant les douleurs musculaires, permettant d'augmenter potentiellement les performances, et ça irait aussi agir sur le sommeil. Du coup, ces deux techniques, encore une fois, on les déconseille en phase de développement de musculation à but hypertrophique. Du coup, la bonne alternative à cette interdiction, entre guillemets, c'est l'immersion alternée, qui peut être une bonne solution en phase de développement musculation, parce que ça va être aussi efficace sur les douleurs musculaires et les dommages musculaires. Par contre, d'un point de vue plus général, ça paraît moins efficace que les deux autres techniques. Du coup, le dernier point sur cette présentation, pour vous parler de ce vers quoi on essaye de tendre aujourd'hui dans le domaine de la récup, tout d'abord, on essaye de maintenant tirer bénéfice de chaque modalité de récupération et donc d'être sur une combinaison de récupération. Donc ça peut être une combinaison d'une stratégie, donc la stratégie par le froid par exemple, donc en combinant les effets bénéfiques de la cryo suivis d'une immersion en eau froide. Typiquement au Centre national d'entraînement du tennis, on a ça sur place, donc c'est des choses qu'on peut venir conseiller. Mais ça peut être aussi la combinaison de méthodes de récupération à visée cryothérapie, mais aussi à visée circulatoire. Donc je donne un exemple comme ce qu'on est capable de proposer, du bain froid avec suivi d'un bain tempéré avec de la récupération active, un vélo dans l'eau, ou alors du bain froid en sortie, une séance d'électrostimulation pour augmenter le flux sanguin et le port de chaussettes de compression pour toute la soirée jusqu'au coucher. Donc on essaye vraiment de tirer un maximum de bénéfices de chaque méthode de récupération. La deuxième chose, qui est ce sur quoi vers quoi on tend aujourd'hui, c'est l'individualisation, puisqu'on sait que tous les sportifs ne répondent pas de la même façon à chaque méthode de récupération. Et avec le panel de ce qui est proposé aujourd'hui, on semble pouvoir proposer aux sportifs ce qui lui apparaît le plus adapté et notamment ce qui lui apparaît être le plus bénéfique, puisqu'on sait que la part psychologique dans la récupération est très importante. Donc si le sportif se sent dans un état de bien-être grâce à cette méthode de récup, on sait que ça va mieux marcher et notamment qu'il va être plus compliant à cette récup et qu'on a d'autant plus de chances qu'il la suive. La dernière phrase qu'on a souhaité mettre, récupérer, ce n'est pas juste récupérer, mais récupérer juste. Merci de votre attention.